bonsoir. Bienvenue dans ce numéro spécial de Grand Paris Reportage, le magazine d'information de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France. Paris, endeuillé, accueillera bien la conférence internationale sur le climat, malgré les attentats du 13 novembre dernier. Le président de la République a même demandé à ce qu'elle soit un moment d'espérance et de solidarité. La COP21 débutera le 30 novembre prochain, dans 5 jours. Elle sera réduite à l'essentiel, la partie négociation. Cela représente 22 000 personnes dûment accréditées par les Nations Unies, 117 chefs d'État et de gouvernement. France 3 Paris-Île-de-France a donc maintenu la programmation de ce Grand Paris reportage entièrement dédié à l'environnement. Voici tout de suite votre sommaire. La communauté scientifique a depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme sur le dérèglement et le réchauffement climatique. Les chercheurs des laboratoires franciliens mondialement reconnus ont été parmi les premiers. Ils se sont évertués à comprendre le climat du passé pour mieux prévoir celui du futur. Un constat, la température moyenne à la surface du globe a augmenté d'1 degré de 1901 à 2012. Nous, citoyens des pays industrialisés, sommes pleinement responsables de la dégradation de notre environnement. Être éco-citoyen, c'est d'essayer par des gestes au quotidien de préserver au mieux notre monde. Le tri sélectif, la voiture électrique, le vélo, la maison intelligente. Les Parisiens et Franciliens se sentent en première ligne dans ce combat pour un monde plus sain. C'est la 21e conférence qui se tient sur le climat. L'enjeu, cette fois-ci, est simple. Il s'agit de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Les experts intergouvernementaux sont très alarmistes. Ce sommet serait celui de la dernière chance. Pourtant, notre climat a toujours connu des périodes froides et des périodes chaudes. Alors, comment les scientifiques ont-ils établi la preuve que le climat se réchauffe anormalement? Vous allez le voir, ce réchauffement a déjà des conséquences, même chez nous, en Île-de-France. Norbert Cohen, Laure Bignalet et Floriane Catin. L'épisode caniculaire va se poursuivre et ce, déjà depuis le début de ce mois d'août 2050. Voici ce que ça va donner demain matin. Le bulletin est daté du mercredi 10 août 2050. Quelques éclaircies à l'arrière et toujours du plein soleil à l'avant dès les premières heures de la matinée. Regardez les températures. Avec 35 ans d'avance, Laurent Romeshko présente la météo du futur. Et il annonce un épisode caniculaire de plus. Le long de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée, entre 42 et 43 degrés sur la région parisienne. La nuit sera extrêmement étouffante, surtout en zone urbaine. Dès que vous sortirez un petit peu de la capitale, c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus supportable, mais au pire de la journée, 41 degrés prévus sur la Seine-et-Marne. On sera juste sous la barre des 40 degrés sur les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, avec 39 au thermomètre. Ce scénario pessimiste a été élaboré par les chercheurs de Météo France. Pour effectuer cette projection dans le temps, ils ont utilisé de très puissants calculateurs. Les simulateurs ont pris en compte de nombreux paramètres, comme la circulation océanique ou encore les activités volcaniques. Évidemment, on a rajouté les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Dans le contexte du changement climatique, dans le cas d'hypothèses pessimistes d'émissions de gaz à effet de serre, Paris verrait sa température augmenter de 2 à 4 degrés à la fin du XXIe siècle. Ce serait une température équivalente à celle de Cordoue en Espagne. Alors, ça pourrait faire, je dirais, plaisir et ce serait agréable, mais le problème c'est que cette augmentation de la température sera accompagnée d'occurrences plus importantes d'épisodes de vagues de chaleur ou de canicules. Comme toutes les grandes métropoles, Paris possède un microclimat artificiel, une bulle chaude appelée îlot de chaleur urbain. Pendant les canicules, cet effet d'îlot de chaleur urbain, il est renforcé. En fait, il fait encore plus chaud. Et ce qu'on a pu voir, c'est des différences au sein même de Paris, entre le centre de Paris et les bois de Paris, bois de Vincennes par exemple. On a jusqu'à 4 degrés de différence. Encore plus loin, si on prend le centre de Paris et qu'on prend les espaces de forêt, par exemple, de la région Île-de-France, on monte jusqu'à 8 degrés en période de canicule, de différence. Cette montée brutale des températures peut avoir des conséquences dramatiques. En France, on se souvient des 15 000 morts de la canicule de 2003. Pour les spécialistes, les inondations, les sécheresses, les feux de forêt et les cyclones actuels ne sont qu'un petit aperçu de ce qui attendrait les habitants de la planète. Grâce aux satellites, la Terre est désormais sous étroite surveillance.
Les informations recueillies permettent d'observer et d'analyser le moindre changement. L'Organisation météorologique mondiale constate que le dérèglement climatique s'emballe à un rythme effrayant. Les scientifiques ont pourtant depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme. Un des premiers à avoir donné l'alerte, c'est Claude Lorius, chercheur émérite au CNRS. J'ai vu en l'espace d'une vie que l'homme, en brûlant du pétrole, du bois, du charbon, était en train de modifier le climat de la Terre. Nous sommes maintenant dans l'urgence. Et ces découvertes que nous avons faites en Antarctique ont lancé l'alerte. Comment convaincre les industriels et les politiques que c'est une priorité? Depuis 1953, l'homme a effectué plus d'une vingtaine de missions en Antarctique dans des conditions extrêmes. Il a consacré sa vie à l'étude des glaces. La glace, c'est comme un livre où chaque nouvelle chute de neige rajoute une page sur les précédentes. À chaque mission, Claude Lorius et ses équipes accumulent les avancées scientifiques. Et lors d'un séjour, il va faire une étonnante découverte. Lorsque la neige tombe, et peu à peu elle se transforme, on a du névé et on a de la glace. Et cette glace, eh bien, elle conserve l'empreinte de l'atmosphère du passé. Comment cette idée nous est venue? C'est lors d'un forage déjà, où en buvant un whisky, on a mis enfin j'ai mis dans mon verre un petit morceau de glace qu'on venait de récupérer, et les bulles se sont mises à éclater. Et c'est là que l'idée a germé. Ces bulles, est-ce qu'elles ont conservé fidèlement l'empreinte de l'atmosphère passée? Claude Lorius a enfin trouvé la clé qui lui manquait. Ces bulles d'air contiennent bien la mémoire de l'atmosphère du passé. En prélevant la glace de plus en plus profondément, à plus de 3000 mètres, le chercheur et ses équipes ont pu remonter le temps et retracer le climat des 800 000 dernières années. Pour la première fois, on a montré que climat et concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre, ça marchait ensemble. Quand il n'y a pas beaucoup de gaz à effet de serre, eh bien, on est en climat froid. Quand il y a beaucoup de gaz à effet de serre, on est en climat chaud. Les deux courbes évoluent identiquement. C'est cette avancée scientifique majeure qui va servir à expliquer le réchauffement climatique. De nombreux laboratoires poursuivent les recherches commencées par Claude Lorius. À Gif-sur-Yvette, la climatologue Françoise Vimeux et son équipe analysent des échantillons ramenés lors de différentes expéditions. Alors je vais vous montrer où sont nos précieux échantillons qu'on va analyser dans les jours et les semaines qui viennent. Alors ce que vous voyez ici, c'est un échantillon de carottes de glace. Donc le forage, c'est le forage de Nehem qui se situe au Groenland, qui fait plusieurs kilomètres en fait de profondeur. Et là vous avez indiqué la profondeur, donc on est à quasiment 3000 mètres, 2971 mètres. Donc là vous avez de la glace de plusieurs milliers d'années qui est présente. Grâce à ces recherches, elle met à jour les températures et les précipitations du passé pour mieux comprendre les variations actuelles du climat. En France, par exemple, la température moyenne elle a augmenté de 1 degré en à peu près 100 ans. Le rythme naturel du climat dans une transition glaciaire interglaciaire, c'est à peu près 1 degré en 1000 ans. Donc vous voyez que la variabilité que l'on observe aujourd'hui, elle est 10 fois plus rapide que le rythme naturel du climat. Pour connaître ce rythme naturel du climat, les scientifiques ont cherché d'autres indices dans la nature. C'est dans les profondeurs de la Terre que le paléoclimatologue Dominique Gentil a trouvé de nouvelles archives. C'est un spécialiste des stalagmites, ces concrétions montantes formées par la chute lente des eaux calcaires. Donc ça, c'est un exemple typique où on a prélevé ici sur 2 mm environ d'épaisseur.
On a prélevé environ donc quelques milligrammes de calcite, une dizaine de milligrammes de calcite. Et en fait, ça a servi à faire des datations. D'accord ? Donc on a pu dater cette stalagmite ici, à ce niveau-là et au-dessus. Et parallèlement, on a fait le long de l'axe de croissance ici, on a percé des petits trous, on a extrait quelques microgrammes, une dizaine de microgrammes de calcite. Et là, on a utilisé cette poudre-là pour reconstituer le signal climatique. En analysant les prélèvements, le chercheur a mis à jour la composition atomique de ces fragments de stalagmites. Il peut en déduire ainsi les variations naturelles du climat bien avant l'arrivée de l'ère industrielle. Alors en fait, on s'est aperçu que les atomes, par exemple, de carbone avaient des masses différentes selon qu'on était dans des périodes chaudes et humides ou selon qu'on était dans des périodes froides et sèches. On va voir les changements climatiques liés au changement de position de l'orbite de la Terre par rapport au Soleil. On va avoir un changement climatique lié à un changement du courant océanique de l'Atlantique Nord, par exemple en Europe. Voilà, donc tout ça, en fait, ça va être enregistré dans les stalagmites. L'histoire du climat est aussi enregistrée dans les arbres de nos forêts. Donc on peut regarder celle-là. Valérie Do est géochimiste et ses archives à elle, ce sont les extraits de cellulose contenus dans les cernes de bois. J'aimerais bien qu'on regarde vers 1700, enfin la différence entre 1700 et 1750. Des échantillons ont été aussi prélevés dans les poutres des monuments historiques. Elle a pu ainsi reconstituer les températures d'avril à septembre dans la forêt de Fontainebleau, du XVe siècle à nos jours. Pour retrouver les températures du XVIIe siècle, donc nous on calcule que ça fait 21,3 degrés en moyenne pour la période d'avril à septembre, il faudra attendre jusqu'au XXe siècle. Et puis la période actuelle, les 10 dernières années, on est bien au-dessus, on est à 22,1 degrés. Et surtout, on a ici une augmentation, c'est ce qui est surligné en rouge là, on a une augmentation des températures qui est très rapide. C'est ça qui caractérise la période actuelle. Non seulement on est dans une période de réchauffement, mais surtout ce réchauffement, il se fait vite, il se fait très vite. Sur son ordinateur, la climatologue Masa Kageyama fait le même constat. Son travail consiste à modéliser les climats du passé. À la fin de la dernière période glaciaire, la Terre a mis 10 000 ans pour se réchauffer de 5 degrés en moyenne. Les scénarios pessimistes projettent un réchauffement équivalent en 200 ans seulement. Ce qui est évident pendant toutes les périodes glaciaires, interglaciaires qui ont pris place depuis les 2 derniers millions d'années, les concentrations de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, ont varié entre 180 et 280 parties par million. 180, 280, c'est la fourchette naturelle de variation du CO2 sans qu'il y ait l'homme. Depuis que l'homme est arrivé et a commencé à émettre du CO2, donc en particulier pendant la révolution industrielle, on est sorti de cette fourchette. Aujourd'hui, les concentrations de CO2 sont les plus élevées depuis 800 000 ans. Le chauffage, les transports, l'industrie rejettent chaque seconde plus d'1 million de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La pollution, l'urbanisation et la surexploitation de la faune et de la flore ont un impact direct sur la biodiversité. Les équilibres naturels sont en train d'être bouleversés. Et ce que l'on constate actuellement, c'est qu'on a une accélération du rythme d'extinction depuis 2 siècles, depuis 4 siècles à peu près, et qu'on se dirige peut-être vers cette 6e crise d'extinction, où pourrait disparaître un nombre très important d'espèces. La proportion d'espèces qui pourraient s'éteindre pourrait varier entre 20 et 50%. Ça dépend de la manière dont on extrapole. Les plus menacés, les plus fragiles sont ceux qui se situent en haut de la chaîne alimentaire. Et pour ne pas disparaître, les espèces sont condamnées à s'adapter. Ce que l'on constate, c'est que les espèces se déplacent. Elles se déplacent parce qu'elles essayent de retrouver des climats qui ne soient pas trop chauds. Donc on constate comme ça que les oiseaux se déplacent en Europe de l'ordre de 2 km par an.
Les papillons, eux, se déplacent beaucoup plus rapidement que les oiseaux. Or, les oiseaux sont les prédateurs des papillons. Donc ça veut dire que les papillons sont en train d'échapper en quelque sorte à leurs prédateurs. Pour observer tous ces changements, les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle sont aux premières loges. Dans le jardin des plantes, en plein cœur de Paris, ils étudient de près le comportement de certains volatiles, comme la mésange. Pour connaître l'impact du réchauffement climatique sur le petit oiseau qui niche en ville, on va comparer son mode de vie avec son congénère de la forêt avoisinante, là où il fait plus froid. La mésange, c'est un peu une espèce modèle qui niche dans une cavité, qui niche facilement dans une cavité artificielle. Donc on va pouvoir suivre pour voir quand elle pond, combien d'œufs elle pond, quand ils vont éclore, combien de poussins elle réussit à élever. Et c'est un très bon modèle d'étude pour voir comment un oiseau arrive à s'adapter au changement climatique, arrive à ajuster sa date de ponte avec la disponibilité alimentaire qui est nécessaire pour élever ses poussins. Rassurez-vous, ces perruches originaires des pays chauds ne sont pas arrivées toutes seules dans nos latitudes. Pourtant, elles parviennent désormais à prospérer en Île-de-France. Et d'autres espèces migratrices ont commencé à coloniser notre région. Alors on a depuis quelques années des guêpiers d'Europe. C'est un petit oiseau multicolore qui mange de gros insectes. Donc le guêpier s'est installé en région Île-de-France avec quelques couples. Et puis depuis peu aussi, on a de nombreuses observations et l'installation de couples de circaètes Jean Leblanc. C'est un gros rapace qui se nourrit exclusivement de lézards et de serpents. Et donc pour qu'il y ait suffisamment de lézards et de serpents pour le nourrir, il faut qu'il fasse chaud et que ces reptiles se montrent pour qu'ils puissent les chasser. Et donc on a maintenant, enfin, en région Île-de-France, des circaètes qui stationnent et qui arrivent à s'alimenter. En Seine-et-Marne, ce sont les processionnaires du pin, plus connus sous le nom de chenilles urticantes, qui font désormais partie du paysage. Originaires du sud de la France, les voici dans nos jardins et nos forêts depuis une dizaine d'années. À l'approche de l'hiver, elles construisent leur nid en recherchant les endroits les plus chauds, comme dans ce versant exposé au sud, dans la forêt de Fontainebleau. La processionnaire du pin est ici parce qu'effectivement on est sur un secteur particulièrement chaud. Elle a une caractéristique qui précise, qui signale que c'est un papillon du sud, c'est qu'en fait elle passe l'hiver sous forme de chenille, alors que normalement c'est une forme assez vulnérable au froid. En fait pour cela elle tisse ses cocons de soie et les chenilles passent l'hiver dedans. Ça suppose que l'on n'ait pas des hivers trop froids ni trop humides. En dessous de moins 15, moins 20 degrés, le cocon perd de son efficacité et les chenilles mourraient. Les effets du réchauffement climatique commencent donc à être visibles. Ils impactent aussi peu à peu certaines espèces d'arbres, comme ces hêtres qui souffrent de la sécheresse. Il est complètement sec sur pied, il n'y a plus du tout de sève, plus du tout de feuilles. Alors bon, cet arbre mort a lui-même un lieu de vie, hein. Il y a pas mal d'espèces qui du coup sont hébergées par cet arbre mort, mais le hêtre lui est condamné et on voit le pin sylvestre qui prend la place et c'est lui qui va le remplacer à terme. La forêt de Fontainebleau est en première ligne. Son caractère méridional avec ses sols très sableux et ses faibles réserves en eau la rendent vulnérable. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que l'évolution sera à ce point brutale qu'il n'est pas garanti que les espèces auront le temps de s'adapter. Encore une fois, avec les arbres, on est sur des cycles de vie qui sont assez longs. Ici, pour être à Fontainebleau, c'est 100-120 ans. Et en 100-120 ans, le paysage va évoluer considérablement. Défendre la forêt, mais aussi les océans. Tara, le célèbre voilier, arrive à Paris pour participer à la COP21, la conférence sur le climat. Sur les mers du globe, la goélette a parcouru 300 000 km. Au total, 10 expéditions pour comprendre la crise écologique. À l'approche de la capitale, le navire embarque un invité de marque.
Jean Jouzel, médaille d'or du CNRS, vice-président du GIEC, le groupe d'experts international du climat. Jean Jouzel est un élève de Claude Lorius. Il a collaboré à ses recherches en Antarctique. Et comme lui, il s'est battu pour donner l'alerte. Les jeunes d'aujourd'hui, si on veut qu'ils vivent dans un climat agréable, je dirais à la fin du siècle, il faut vraiment limiter le réchauffement climatique à 2 degrés dans le long terme. Tous les voyants sont en rouge quand on parle d'acidification de l'océan, d'élévation du niveau de la mer, d'extrêmes climatiques qui deviennent plus intenses, de perte de biodiversité. Si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, ce sont vraiment des conséquences extrêmement dommageables dans tous les domaines. Et ça, pour éviter cela, eh bien, la seule solution, c'est d'agir et d'agir tout de suite. Jean Jouzel a bien compris que la bataille se joue aussi dans l'opinion publique. Mais cette prise de conscience est-elle partagée par les jeunes générations? A-t-elle traversé le mur de nos écoles? Le but, c'était de travailler sur le réchauffement climatique. À l'école, les enfants vont apprendre la notion de réchauffement climatique et de conséquences du réchauffement climatique. Et c'est peut-être eux qui vont la transmettre à des parents ou à des grands-parents dont les générations sont peut-être un peu moins sensibilisées à ça. Et où on a des enfants qui font de temps en temps des réflexions à leurs parents en leur disant là, il faut surtout pas laisser le robinet de l'eau couler pendant qu'on se brosse les dents, des petites choses comme ça. Alors, ça relève des gestes du quotidien, encore une fois, mais on a l'impression que là, pour le coup, c'est les enfants qui font l'éducation de leurs parents. C'est nous qui allons être impactés et il faut vraiment agir, sinon ça va être trop important et on ne pourra plus agir après. De toute façon, c'est pas trop grave, je pense, parce que l'être humain, il a toujours su s'adapter, donc je pense qu'il pourra encore une fois s'adapter. S'il y a des problèmes, si l'eau elle monte ou des trucs comme ça, oui, ou s'il fait plus chaud. Il y a des populations qui n'auront pas les moyens de se déplacer, de suivre tous ces flux migratoires. Il y a des pays, comme les pays émergents, qui sont en pleine croissance et ils ne voudront pas freiner leur croissance. Parce qu'ils sont très en retard déjà et du coup le réchauffement climatique, c'est pas leur problème. Ils veulent arriver au même niveau que les pays développés. Les pays riches ont toujours été un peu égoïstes parce que la première chose à laquelle ils pensent, c'est leur économie en premier. Les pays développés sont en tort puisque c'est particulièrement eux qui ont causé le réchauffement climatique et pas les pays comme les pays émergents qui sont à peine en train de se développer. Si on s'y met tous à faire des choses simples, ce sera peut-être plus efficace que de faire des grandes choses à grande échelle. Les hommes, ils ont toujours essayé de dominer la nature et finalement, aujourd'hui, ça ne marche plus. Elle prend le dessus et on doit s'adapter. Et je ne pense pas qu'on va s'adapter au fur et à mesure. Je pense qu'il faut agir maintenant parce qu'on a agi trop tard. Ces élèves l'ont bien compris. C'est une course contre la montre qui est en train de se jouer. En 2050, la Banque mondiale estime que le nombre de réfugiés climatiques atteindra les 200 millions. Aujourd'hui, c'est l'homme qui a la possibilité de décider du climat de demain. Fera-t-il en sorte qu'il soit clément pour tous? Je commence à être optimiste. Je crois que l'homme va se redresser, l'homme va faire l'effort et va trouver la solidarité qui mènera l'humanité, les gens qui vivent sur la planète, vers un autre type de comportement. Hubert Reeves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, bien sûr, et c'est moins connu, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité. Première question, après les attentats du 13 novembre, fallait-il maintenir la COP21 ? Je le crois. Je crois qu'il s'agit là de deux problèmes également graves, également importants. On ne peut pas abandonner l'un pour l'autre. C'était fondamental de continuer, de poursuivre. Même resserré à ces enjeux purement de négociation ? Je crois, il ne faut pas prendre de risques quand même. Toute l'autre partie donc des manifestations destinées aux citoyens va être annulée. Ça veut dire que la bataille de l'opinion publique est en passe d'être perdue ? Elle sera beaucoup moins forte. La pression du public, si ces manifestations sont abandonnées, n'aura pas la même intensité, malheureusement. Mais bon, je crois qu'on ne peut pas faire autrement.
Revenons aux enjeux scientifiques à présent. Vous, l'astrophysicien, pourquoi vous êtes-vous engagé sur ces questions du réchauffement climatique ? Alors, je vais vous dire, la principale raison, c'est que j'ai des enfants et des petits-enfants et je suis très inquiet pour leur avenir. Dans 50 ans, moi, je n'y serai plus, mais eux, ils seront peut-être, j'espère encore, et quel genre de vie ils vont avoir, ça dépend beaucoup, lourdement, des décisions qui vont être prises ici, à Paris, dans les semaines qui viennent. Les scientifiques, justement, nous disent qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement, c'était l'objet du magazine qu'on a vu tout à l'heure, nous franchirons le degré de non-retour. Ça veut dire quoi, très exactement ? C'est pas très clair, c'est pas très quantitatif, c'est assez qualitatif. On peut comprendre, mais on peut pas donner vraiment une définition. En peu de mots, ça veut dire que ça va être beaucoup plus grave. A-t-on raison d'être aussi alarmiste ? Je crois qu'on a raison. Je crois que nous avons devant nous une épreuve très grave pour l'humanité et ça va demander beaucoup de courage et d'énergie pour la passer, pour la vaincre, pour dépasser cette étape. Mais je crois, voyant l'intérêt croissant, les mouvements un peu partout qui se passent, maintenant je suis plutôt plus optimiste. Je l'étais moins il y a quelques années, mais devant l'expansion rapide de toutes ces manifestations, tous ces mouvements, toutes ces décisions qui portent non seulement sur le réchauffement climatique, mais sur la biodiversité, sur tous ces problèmes qui se posent à nous, je crois que maintenant, je suis un peu plus optimiste. Est-ce que l'activité humaine est la principale cause de l'augmentation de ces fameux gaz à effet de serre ? Oui, nous émettons de plusieurs fois, 3 ou 4 fois plus de gaz carbonique par notre industrie, le chauffage, les voitures, qu'il ne s'en émet de façon naturelle comme dans le passé, bien sûr. Et ça, c'est le principal problème aujourd'hui. C'est le problème qui fait qu'il faut tout investir pour pouvoir épargner, sauver l'espèce humaine, dans le fond, parce qu'on l'aime. Des espèces qui disparaissent, malgré tout, c'est assez naturel. Est-ce qu'il ne faut pas être fataliste ? Il y a toujours eu des espèces qui disparaissent. Aujourd'hui, il y en a à peu près 100 à 1000 fois plus qu'avant l'ère industrielle. Donc, on voit bien comment nous sommes vraiment la cause la plus importante de ce réchauffement climatique, c'est-à-dire de cette émission de gaz naturel. Maintenant, ça c'est clair, il n'y a pas un scientifique sérieux qui en doute. Comment, en des mots simples, on peut faire passer le message de la nécessaire sauvegarde de la biodiversité ? Et là, on touche à votre combat personnel. Oui, parce que la biodiversité, c'est pas seulement les tigres ou les ours polaires, c'est aussi les vers de terre. Pourquoi? Parce que les vers de terre jouent un rôle essentiel. Ça paraît anecdotique. Les vers de terre, c'est eux qui continuent à oxygéner le sol, donc à le garder fertile. Un peu partout maintenant, les sols deviennent stériles, et quand les sols deviennent stériles, il n'y a plus à manger. Donc, cette diminution très rapide et dramatique des populations de vers de terre, mais aussi des abeilles, de tous les insectes pollinisateurs, ce sont vraiment des dangers très graves, comparables et même reliés d'une certaine façon avec le réchauffement climatique. Parce que tout ça se tient, et c'est toujours la même chose, c'est l'action de l'être humain sur la nature, c'est les inventions technologiques qu'il produit et qui, aujourd'hui, se tournent contre lui. Si on ne change rien, à quoi ressemblera la Terre et l'humanité en 2050 ? Très difficile de faire des prophéties, je ne voudrais pas en faire. Je crois qu'on peut dire que la situation pourrait être dramatique. Ce n'est pas quelque chose que l'on sent aujourd'hui, et c'est le problème. On ne sent pas ce qui se prépare et ce qui est déjà inscrit, je dirais, dans la poursuite de ces activités, mais ça deviendra pour l'humanité des moments extrêmement troubles, extrêmement difficiles à franchir. Un dernier mot avant de nous quitter, Hubert Reeves. Est-ce que vous pensez que plutôt la situation a tendance à s'améliorer ou au contraire, est-ce qu'elle se dégrade ? Alors, ce qui va se passer, c'est que nous sommes devant un conflit majeur entre deux grandes forces, la détérioration qui se poursuit et la restauration qui se poursuit aussi. Qui va l'emporter? Personne ne le sait. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que la restauration l'emporte et que l'humanité retrouve une vie plus en harmonie avec la nature. Un moment crucial, donc. Un moment crucial qui est proche de nous.
Merci Hubert Reeves d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle juste que vous participerez activement à cette conférence sur le climat. Merci de m'avoir invité. Mobiliser les citoyens, faute de mobiliser les États, c'est peut-être la solution pour éveiller les consciences. Ils sont de plus en plus nombreux, à Paris ou en banlieue, à prendre des initiatives individuelles. Eux, ce sont des éco-citoyens. Ils investissent dans leur maison, dans leur mode de transport ou dans leur manière de s'alimenter. Comment peut-on se prendre en main pour changer, qui sait, le destin de la planète? Des Franciliens montrent l'exemple. Antoine Marguet, Louis Simondé, avec Valérie Jaunet. Vue du ciel, la Terre est toujours aussi belle. Et pourtant, notre planète se réchauffe. Rien qu'en France, chaque habitant produit près de 15 tonnes de CO2 par an, un chiffre qui a doublé en 25 ans. À Paris, pendant la COP21, les dirigeants des États vont tenter de trouver un accord pour limiter le réchauffement. Mais nous, dans tout ça, quel est donc notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer le sort de notre planète? En un mot, comment devenir un éco-citoyen? Vous allez voir que ce n'est pas forcément très compliqué. Et pour sauver la planète, il y a désormais une application pour ça sur votre smartphone. C'est l'idée qu'a eue Elliot. Il a créé 90 jours, l'application qui va vous transformer en éco-citoyen. Donc j'ai imaginé un assistant personnel de transition écolo, ça s'appelle 90 jours, c'est une appli mobile gratuite qu'on a sur notre téléphone et qui va nous proposer des défis. C'est pas simplement des gestes, pas simplement des éco-gestes. L'idée c'est de commencer par un questionnaire pour imaginer un premier pas sur mesure, celui que vous allez avoir le plus de chances de réussir. Parce que le but c'est de vous dire bravo très rapidement et de vous donner envie de continuer et d'entrer dans une sorte de réaction en chaîne et ensuite que vous soyez autonome, que vous n'ayez plus besoin de l'appli et que vous ayez conscience de votre impact environnemental et de ce que vous pouvez changer dans votre vie quotidienne. Apprendre à trier ses déchets. 354 kilos de déchets par Français chaque année qui génèrent des gaz à effet de serre pour les détruire. Alors, à Paris, une centaine de restaurateurs a décidé d'agir. Dans ce bistrot gourmand, en plein cœur de Paris, on sert 300 couverts tous les jours. Ici, tous les plats sont cuisinés sur place, du frais. Alain Fontaine, maître restaurateur, y tient. Ça va, mais on crème un peu, on muscade et on est bon. Et pour réduire ces déchets, le restaurant a investi dans un ustensile dernier cri. Vous allez voir comment un simple économe peut tout changer. Ce couteau économe que vous voyez, vous n'en voyez pas beaucoup des comme ça, c'est un peu comme une célèbre lame de rasoir, ça passe en 2 fois, ce qui fait qu'on a des pluches beaucoup plus fines et donc on gagne aussi de l'argent. Mais ce n'est pas tout, car ici les épluchures et les déchets bio ont leur propre poubelle. Ils vont être recyclés. 75 kilos en moyenne tous les jours, rien que pour ce bistrot. Des déchets collectés par Patrick. Ça va en usine de méthanisation. On fait du gaz avec, du compost, qui est après réutilisé par les véhicules. Nous, on roule avec des véhicules gaz. Au lieu d'aller les brûler dans des incinérateurs où ça coûte de l'énergie, pour les brûler, nous, on en fait du carburant, on en fait de l'énergie, aussi bien électrique ou carburant gaz. Avec 1 tonne de biodéchets collectés, on arrive à faire 1500 km à un véhicule. C'est bien, c'est pas mal. Avec ce système, 560 tonnes de déchets sont collectés, de quoi parcourir 840 000 km. Un cercle vertueux pour les restaurateurs et leurs équipes. Aujourd'hui, avec ce système de déchets, je suis un éco. C'est-à-dire que je me sens bien avec ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Avant, j'étais dans les gradins. Aujourd'hui, je suis sur la scène. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de participer. Ça change qu'on est acteur. Ça change qu'on participe. Ça change qu'on est motivé. Il y a un grand volontarisme chez tous mes collaborateurs. Parce que là, je parle, mais je parle pour tous mes collaborateurs qui ont appris ce que c'était que le recyclage, qui ont appris à faire attention. Il y a une autre ambiance. Mais il n'y a pas que les restaurateurs qui s'y mettent. Les particuliers aussi recyclent leurs biodéchets.
Dans les Yvelines, c'est l'heure pour Frédéric de donner à manger à ses nouvelles pensionnaires. Depuis un mois, sa communauté de communes lui a confié 2 poules et un poulailler. Une poule consomme à peu près 150 kg de déchets organiques par an. Donc on peut lui donner les restes de repas, les épluchures, etc. Tout ce qui est organique. Comme lui, 50 familles ont reçu ces gallinacés. Une expérimentation qui permet de réduire de 30% ces déchets. Mais il y a aussi un autre avantage. Avec cette alimentation, les poules pondent des œufs 100% bio. On en a mangé déjà pas mal, mais donc c'est ma fille qui note la date de ponte à chaque fois. Donc celui-là c'est du 22. Et donc on en a à peu près une dizaine depuis 15 jours. Et là aussi, ce premier pas écolo sert à sensibiliser les familles. Ça peut participer à une prise de conscience pour réduire ces déchets, se poser la question de comment est-ce qu'on consomme nos légumes par exemple. Est-ce qu'on peut consommer les fans plutôt que les jeter des carottes par exemple, faire des soupes ou des choses comme ça. L'idée c'est en même temps de se poser la question de la manière dont on consomme. À Paris, après les déchets, c'est un nouveau défi qui s'annonce pour Elliot, notre apprenti écolo. Choisir un habitat positif. Car nos maisons sont des passoires. Un chiffre, 40% des émissions des gaz à effet de serre proviennent de la mauvaise isolation des bâtiments. Antoine, lui, a trouvé une solution. De l'extérieur, sa maison ressemble à toutes celles du lotissement. C'est à l'intérieur que la différence se trouve. Antoine, pourquoi il n'y a pas de radiateur dans votre maison? Eh bien, ici, on est dans une maison passive, alimentée par des sondes géothermiques. Donc, on est alimenté par des planchers chauffants, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage. Une maison passive. Pour comprendre comment elle fonctionne, il suffit de se rendre à la cave. Ici, on peut appeler ça une salle des machines, avec une pompe à chaleur pour la production d'énergie pour les planchers. Ici, il y a 3 moyens de production d'eau chaude. En primaire, vous avez le solaire. Tant qu'il y a de l'énergie gratuite, pourquoi ne pas en profiter? Cycle géothermique en cas de nécessité ou électrique en période creuse. Dans cette maison, donc, on produit de l'électricité. Tout est fait pour profiter des énergies naturelles comme le soleil. L'isolation, elle, retient la chaleur, notamment avec des fenêtres isolantes. C'est du triple vitrage. D'ailleurs, il suffit de regarder l'épaisseur et les joints qui permettent une étanchéité parfaite des fenêtres. Donc, je dirais, c'est réellement un élément spécifique pour accroître la performance de la maison. Même si elle lui a coûté 15% plus cher, la maison d'Antoine produit quasiment autant d'énergie qu'elle n'en consomme. Et au final, vous allez voir qu'elle va lui rapporter de l'argent. L'électricité que vous consommez, ça vous coûte combien? C'est à 0,11 centimes du kilowattheure, alors que l'électricité vendue à EDF est vendue à 0,57. D'accord, donc ça veut dire que vous gagnez de l'argent sur votre facture? Tout à fait. Combien? Et la différentielle, pour l'instant, à l'année, si on évalue ça à l'année, c'est de l'ordre de, suivant l'ensoleillement, entre 200 et 400 € l'année. Aujourd'hui, Antoine est heureux dans cette maison, il s'y sent bien. Mais il lui aura fallu batailler pendant 2 ans avec des artisans, un architecte et la mairie pour imposer ces solutions écologiques. Car il faut le reconnaître, construire une maison passive est souvent un chemin de croix en France. Ça se mérite, parce que si on va simplement, comme on fait les vitrines, dire écoutez, voilà, pointer du doigt, voilà, je veux telle maison ou tel produit, je pense que là, on n'y arrivera pas. Il faut absolument qu'on soit imprégné, convaincu et aussi démarché jusqu'à obtenir les solutions qu'on veut. En France, même s'il n'existe aucune statistique, on évalue à 2000 le nombre de maisons passives. C'est beaucoup moins qu'en Allemagne. Difficile de changer les mentalités. Un constat partagé par Emmanuel Coste. Il est architecte et il conçoit des bâtiments publics à énergie positive. Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'avance pas assez vite. On en parle régulièrement. Il y a des exemples, mais ça devrait être généralisé.
La problématique, je pense, essentiellement, c'est le savoir-faire des concepteurs et des entreprises qui, enfin, de mon point de vue, ont un peu de mal à changer leurs habitudes de conception, parce que c'est quand même radicalement différent. Se dire comment je conçois pour se passer de chauffage, c'est pas la même chose de se dire je fais un bâtiment basique et je mets du chauffage et puis tant pis, on verra ce que ça consomme. Changer son mode de transport. 30% des émissions des gaz à effet de serre, voilà la part du transport en Île-de-France. À Paris d'ailleurs, les jours de pollution sont toujours plus nombreux. Face à ce constat, certains ont décidé de changer. Benoît habite à Saint-Maur-des-Fossés, à 12 km de son travail à Paris. Ça fait 10 ans que je travaille pour le même employeur. J'ai tout testé, la voiture, le scooter, les transports en commun, le RER, le bus. Et depuis 5 ans, c'est le vélo. C'est le vélo parce qu'après avoir tout testé, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est à la fois le plus rapide et le plus simple. Et le plus fiable surtout, on sait à quelle heure on arrive, alors que les autres modes, entre les bouchons, les incidents voyageurs, etc. Avec le vélo, je sais que ça va me prendre 30 minutes et pas 29 ou pas 31. C'est juste d'une fiabilité incroyable, quoi. Vas-y, tu peux ouvrir ton papier. Ah oui, c'est vrai. Béatrice, ça vous angoisse pas de le savoir sur un vélo? Pas du tout. Moins que quand il était en scooter. Et alors, s'il avait été en voiture, bon, enfin, ça se pose plus comme question puisqu'on n'a pas de voiture. Mais non, en vélo, en général, en plus là, il passe par des pistes cyclables. Consultant dans une grande entreprise, Benoît en est à son 2e vélo en 5 ans. Il faut dire qu'il n'a pas hésité à investir. Qu'est-ce que vous faites, Benoît, là? Là, je mets la batterie que j'ai chargée cette nuit. C'est comme le téléphone mobile, faut pas oublier de charger. Parce que c'est un vélo électrique? Parce que c'est un vélo électrique, ouais. Ça aide, ça? Ah bah, comme vous voyez, je suis en costume, ça évite de transpirer, quoi. Contrairement à ce que je pensais avant de m'y mettre, c'est pas fatigant, c'est l'inverse, ça redonne de l'énergie, surtout le soir, quand on en a plein les bottes, qu'on a faim, qu'on a envie de rentrer chez soi. Attendre un quart d'heure le RER, c'est juste insupportable. En 5 ans, Benoît est devenu un militant du vélo. Et pour lui, il y a bien un déséquilibre entre cyclistes et automobilistes. Si je prends la voiture de fonction, elle est défiscalisée. Si je prends mon vélo, jusqu'à présent, j'avais le droit à aucune aide. Il n'y a que depuis cet été qu'il y a l'indemnité kilométrique vélo, optionnelle pour l'employeur. Mais donc, si je fais un effort, je vais en vélo, je ne suis pas aidé. Si je prends ma voiture, c'est la société qui me la paye et en plus, c'est défiscalisé. Donc, la société fait un effort pour la voiture, elle fait 0 effort pour les cyclistes. Et pour tous ceux qui n'ont pas l'âme cycliste, bonne nouvelle, on peut quand même réduire ses émissions de CO2 avec une voiture électrique. Et nous allons vous prouver que ces véhicules peuvent vous emmener loin. Nous avons demandé à Guillaume de nous conduire avec sa Zoé jusqu'à Deauville, depuis Paris 15e, soit 240 km. La voiture électrique, elle est à l'automobile ce que l'hélicoptère est à l'aviation. C'est-à-dire qu'on a un rayon d'action qui est moins important et puis il faut calculer son parcours, son itinéraire, ses points de chute, ses points de recharge. Et pour rejoindre Deauville, pas question de prendre l'autoroute A13. Guillaume choisit la nationale. D'abord parce que la vitesse y est moins rapide, 90 km/h. Il faut dire qu'à 130, la Zoé ne pourrait pas rouler plus de 70 km. Mais surtout parce que la route est plus plate, moins dénivelée. Dans ces conditions, il est assez facile d'arriver jusqu'à Rouen pour une recharge. On a 2 heures de route donc pour arriver jusqu'à Rouen, place Martin Luther King, et il nous reste 47 km d'autonomie. Voilà, donc on avait de la marge, sous-entendu qu'on a roulé décontracté sans aucune tension par rapport à notre autonomie. 55 minutes plus tard, la voiture est entièrement rechargée. Nous avons eu le temps de déjeuner. La Zoé, elle, est prête à faire les 110 derniers kilomètres entre Rouen et Deauville. Au final, nous aurons mis 4h30 pour faire ce trajet au lieu des 2h30 avec une voiture thermique et l'autoroute. Car être éco-citoyen, c'est aussi accepter de prendre son temps.
C'est une autre approche automobile. Il faut revoir ses fondamentaux par rapport à ça. Et finalement, on est beaucoup moins stressé, donc on s'expose beaucoup moins d'un point de vue accidentogène, etc. Voilà. La preuve en est, on est là, tout s'est bien passé et ça a été très agréable pour tout le monde. Bilan de ce trajet Paris-Deauville, rouler en électrique nous aura coûté 0 €, mais surtout 0 émission de CO2, contre 33 € en voiture thermique, péage et carburant inclus. Mais surtout, nous aurions produit plus de 51 kg de CO2. La preuve par les chiffres qu'être éco-citoyen est autant un choix écologique qu'économique. Pascal Canfin, bonsoir. Cette COP21, vous la connaissez, si je puis dire, comme votre poche. Vous êtes ancien ministre en charge du développement. Vous êtes aujourd'hui le spécialiste des questions internationales pour le World Resources Institute et le coprésident d'une commission sur les financements innovants pour le climat. J'arrête là. On vient de le voir, des citoyens se mobilisent un peu partout dans notre région, l'un pour sa maison, l'autre avec son vélo. La mairie de Paris déploie de son côté un plan énergie-climat extrêmement volontariste. Est-ce que cela suffit à faire bouger les lignes ? Il ne faut surtout pas opposer l'action individuelle, citoyenne ou locale et l'accord international, la fameuse COP21 qui se tient la semaine prochaine à Paris. C'est l'addition des deux, l'addition des engagements locaux, chacun à son niveau, et les grands mouvements internationaux avec la Chine, les États-Unis et l'accord que l'on va, j'espère, trouver dans quelques jours à Paris. C'est en faisant l'ensemble de ces engagements que l'on sera à la hauteur du défi extraordinaire qui est d'inventer un monde compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique. Vendredi 13 novembre, Paris a basculé dans une toute autre dimension avec les attentats. François Hollande, devant les membres du Parlement réunis en congrès, a déclaré que la COP21 devait être, je cite, un moment d'espérance et de solidarité. Qu'en pensez-vous ? C'était extraordinairement important de maintenir la COP21 à Paris, parce que sinon ça aurait été tout simplement cédé face aux terroristes. Maintenant, il faut aussi que la mobilisation citoyenne puisse s'exprimer. Elle sera évidemment plus contrainte, plus limitée, mais il faut qu'elle puisse s'exprimer parce que la COP21, l'action de lutte contre le dérèglement climatique, ce sont des décisions politiques qui sont extraordinairement importantes, mais c'est aussi l'engagement de chacun. Et l'engagement, c'est aussi la pression que chaque citoyen peut, voire même doit, exercer sur ses représentants et sur les décideurs politiques qui seront réunis au Bourget pendant plusieurs jours. Est-ce que vous pensez malgré tout que le débat sécuritaire peut voiler les enjeux de la COP21 ? Vous savez, il y a un lien beaucoup plus précis qu'on ne le croit entre le climat et les enjeux de sécurité et le terrorisme. Vous savez peut-être que près de la moitié du budget de financement de l'EI, de Daesh, proviennent des ressources fossiles, provient de la vente du pétrole qu'exploite Daesh et que Daesh vend ensuite à travers la Syrie et à travers la Turquie. Et donc on voit bien que sortir des énergies fossiles, c'est aussi priver les terroristes d'un certain nombre de leurs financements, parce que le soleil, c'est gratuit, le vent, c'est gratuit, contrairement au pétrole qu'en plus, on n'a pas dans notre sous-sol. Donc c'est notre intérêt, c'est ça qui est important. C'est que c'est à la fois notre responsabilité, notamment vis-à-vis des pays les plus impactés, vis-à-vis des pays du Sud, les pays africains. Donc c'est notre responsabilité d'agir face au climat, mais c'est tout simplement aussi notre intérêt que de le faire. Vous êtes un spécialiste, je le soulignais tout à l'heure, des questions internationales liées au climat. Est-ce qu'il y a une géopolitique du climat ? Il y a une géopolitique du climat. Il y a des pays qui sont aujourd'hui hostiles à ce qu'il y ait un accord ambitieux sur le climat à Paris dans quelques jours. Les États-Unis, par exemple ? Non, les États-Unis et la Chine, et c'est la très grande différence par rapport à 2009, qui est le sommet de Copenhague, où nous avions collectivement échoué à trouver cet accord, que j'espère nous trouverons à Paris dans quelques jours, c'est que les États-Unis et la Chine, maintenant, veulent un accord. Évidemment, ça change tout. En revanche, il y a encore des pays qui sont beaucoup plus réticents. J'en citerai deux. L'Inde. L'Inde est le pays le plus peuplé du monde à partir de 2022, donc on ne peut pas faire sans lui. Et puis le deuxième pays qui aujourd'hui est en première ligne, le pied sur le frein, c'est l'Arabie Saoudite. Et évidemment, quand vous êtes saoudien, quelle est votre influence géopolitique ? Quelle est la racine de votre pouvoir ?
c'est l'exploitation du pétrole. Donc vous êtes forcément hostile à un accord ambitieux sur le climat. Et donc la façon dont la France va réussir, avec d'autres, avec la Chine, avec les États-Unis, à faire pression sur l'Arabie saoudite, à aller au-delà et aller passer outre ce que les Saoudiens ne veulent pas faire, c'est un enjeu absolument décisif, géopolitique pour le coup, de la COP21. La Chine, les États-Unis, est-ce que ça suffira à permettre à la COP21 d'aboutir à son objectif? Le premier objectif, c'est de trouver le premier accord universel sur le climat. J'insiste sur ce mot parce qu'il existe aujourd'hui déjà un accord sur le climat, il s'appelle le protocole de Kyoto, il a été trouvé dans les années 90, mais il ne couvre plus qu'une toute petite partie des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement l'Europe. Donc il est obsolète. Donc il faut le remplacer par quelque chose qui soit universel. Et l'universel, c'est évidemment avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis, de façon à ce que 100% des émissions soient couvertes par l'accord. Ça, c'est sa première dimension. Et la deuxième dimension, c'est qu'il soit compatible avec ce que les scientifiques nous demandent, c'est-à-dire ne pas dépasser la limite des 2 degrés de réchauffement. Pourquoi 2 degrés? Parce que les scientifiques nous disent, au-delà de 2 degrés de réchauffement, on franchit un point de non-retour. Et je pense que nous n'avons vraiment pas intérêt à aller tester ce point de non-retour parce que ce sera un monde beaucoup plus dangereux dans lequel nous vivrons au XXIe siècle si nous n'arrivons pas maintenant à prendre les bonnes décisions. Et quand je dis maintenant, c'est vraiment maintenant, c'est dans quelques jours à Paris. Comment faire en sorte que cet accord, si vous le trouvez, s'impose à tous les pays du monde et donc soit en quelque sorte supranational? L'accord va concerner tout le monde. Malheureusement, et si nous étions quelques-uns avec Nicolas Hulot à le négocier directement, peut-être qu'il sera encore plus ambitieux, malheureusement, il n'y aura pas de tribunal international sur le climat qui permettrait de dire « Ah, cette politique que vous menez, elle est contraire aux enjeux climatiques, donc vous allez être sanctionné ». Ça n'existera pas. Donc la contrainte, en fait, elle sera limitée. C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas voir cet accord comme un fardeau, une contrainte, mais au contraire comme étant le premier accord du XXIe siècle sur lequel on se met d'accord pour inventer tous ensemble le plus grand défi, répondre tous ensemble au plus grand défi qui nous est donné, c'est-à-dire une économie décarbonée, une économie qui invente une nouvelle révolution industrielle. Et pour le coup, en France, nous avons des technologies, nous avons des entrepreneurs, et en Ile-de-France particulièrement, des savoir-faire. C'est une opportunité économique aussi, cet accord. Donc il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur. Je vous remercie Pascal Canfin d'avoir été sur notre plateau pour nous expliquer tout cela. Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. Je vous recommande la lecture de ce livre. Il est co-signé Pascal Canfin et Peter Steym. Merci Pascal Canfin d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Grand Paris Reportage s'achève. Merci de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous en janvier 2016 pour de nouveaux magazines en prise directe avec l'actualité de l'Île-de-France.